Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle analyse de séquence. Aujourd'hui, La pianiste, un film de Michael Haneke. Non, bougez pas, s'il vous plaît. Juste pour vous me dites, hein. Quoi? Lisa. Bonsoir, ma fille. Tu vas pas recommencer. Je t'ai déjà dit que je ne voulais pas. Bonsoir, maman. Tout d'abord, pourquoi La pianiste de Michael Haneke dans l'analyse de séquence? Eh bien, nous nous sommes demandé, avec Pierre, donc les films qui nous ont marqué le plus ces 20 dernières années, et nous en avons retenu de nombreux. Et dans ce palmarès, entre guillemets, eh bien, il y a un grand nombre de films de Michael Haneke. Pour citer les plus importants, eh bien, on peut citer donc Benny's Video, Funny Games, ensuite La pianiste, Caché et enfin Le ruban blanc. Ce grand nombre de films de Haneke parmi notre palmarès des 20 dernières années nous a forcément donné envie de placer Michael Haneke dans la liste des films des cinéastes qui sont à l'honneur dans l'analyse de séquence. Si on revient à l'analyse de cet extrait, qui est le tout début du film La pianiste, eh bien, il y a plusieurs choses à dire. D'abord, on est d'emblée dans la pénombre. Alors ça, c'est quelque chose qui habite la plupart des films de Michael Haneke, la pénombre. Et donc, on pourra en reparler dans la suite du film, mais on pourrait citer par exemple le début du Temps du loup, ou encore le début de Caché, où on est très rapidement dans la pénombre. À noter que vous constatez dans cet extrait de La pianiste que la pénombre est telle qu'il faut voir le film dans une salle obscure, que ce soit au cinéma ou une vraie salle obscure chez soi, pour pouvoir profiter du film, puisque c'est tellement obscur que sinon on ne voit rien, absolument rien à ce qu'il se passe dans l'image. Ça, c'est une première chose. Ça pourrait être une façon de la part d'Haneke de nous forcer, de nous donner envie de voir le film dans des conditions de cinéma et pas simplement dans une pièce avec la lumière du jour sur laquelle on regarderait le film sur une télé. Donc c'est peut-être la distinction déjà pour Haneke entre ce qu'on regarderait sur une télévision et puis vraiment le cinéma. La deuxième chose, c'est l'irruption d'Annie Girardot dans ce plan. Ce qu'on peut dire, c'est que on va parler dans cet extrait, et c'est quelque chose de récurrent dans l'œuvre d'Haneke, de l'intrusion, du phénomène de l'intrusion d'un ou de plusieurs personnages dans un univers intime, et donc on va y revenir. Et puis ce qu'on peut dire aussi, c'est déjà première chose sur la mise en scène, c'est une intrusion verbale, sonore d'abord, puisqu'on entend la voix d'Annie Girardot, et ensuite l'intrusion dans le plan, Annie Girardot qui entre dans le plan, mais qui est de dos, donc on ne voit que sa chevelure. Donc c'est une première intrusion qui est très forte, et puis surtout très mystérieuse, puisqu'on ne voit toujours pas son visage. Voilà. Ce premier plan, c'est-à-dire une fille qui rentre à la maison chez elle, où l'attend sa mère, elle espère que sa mère est déjà couchée, mais n'est pas en fait vraiment couchée, eh bien ça nous rappelle fortement un film célèbre de Maurice Pialat qui est À nos amours. À un moment donné, quand Sandrine Bonner est sortie et qu'elle avait la permission juste de minuit, elle revient un peu plus tard et elle espère que ses parents sont couchés. Et déjà de la même façon que dans La pianiste, eh bien, le père n'est pas couché, comme Annie Girardot n'est pas couchée. Et puis surtout, bien, les longs plans séquences de Pialat, eh bien, évidemment, nous font penser à ce qu'on vient de voir dans La pianiste ici, puisque vous avez ce mouvement de caméra, ce panoramique qui accompagne comme ça Isabelle Huppert dans son entrée dans l'appartement. Tu rentres déjà? Tu m'en vois ravi. Oh, maman. Tu vas pas t'en tirer comme ça? S'il te plaît, maman, laisse-moi, je suis fatiguée. Ah bon, pour ça, je te crois sur parole. Ça fait 3 heures que ton dernier élève est parti. Aurais-tu la bonté de me dire où tu es allé traîner pendant tout ce temps? Maman, je t'en prie. Non, tu ne rentreras pas dans ta chambre tant que tu ne m'auras pas répondu. Non! Je suis allée me promener, tu permets? J'ai passé 8 heures dans ma cage, j'étais fatiguée. Bien, dans ce qu'on n'a pas encore dit sur cet extrait et qui est omniprésent, c'est au niveau de la bande son. Depuis qu'elle est entrée dans l'appartement, Isabelle Huppert, on entend des voix. Et c'était pas la voix d'Annie Girardot, donc il y a autre chose. C'est un poste de radio, une télévision, on ne sait pas encore.
Donc vous avez l'omniprésence dans la bande son de, on pourrait dire, d'une espèce de tierce personne. Hein. Ça crée encore un petit peu plus le trouble. Dans cette ambiance, on ne maîtrise pas tout, on ne sait pas d'où vient cette troisième source sonore. Ensuite, quand Annie Girardot a fait irruption dans le cadre, eh bien, elle était placée presque comme Isabelle Huppert à ce moment précis où je me suis arrêté, sauf qu'elle était de l'autre côté, elle était sur la partie gauche, alors que là, Isabelle Huppert est sur la partie droite de l'écran. Cette espèce de symétrie entre les deux dispositions des deux personnages montre déjà qu'il y a une espèce d'équivalence entre les deux personnages, ce qui paraît étrange parce que normalement, la fille, elle est soumise normalement dans une famille à sa mère. Mais on touche du doigt déjà une des premières choses vraiment intéressantes dans La pianiste, c'est la confusion des positions familiales. C'est-à-dire, normalement, la fille est soumise à sa mère, mais le problème c'est que la fille ici, elle n'a pas 15 ans, elle a déjà 45 ans. Et que la mère, c'est pas une mère qui élève sa fille, une mère qui aurait 45 ans, c'est une mère qui a déjà 70 ans. La fille a l'âge de la mère et la mère a un âge beaucoup plus avancé. Alors, pour revenir à la source de tout ça, la source c'est que La pianiste s'est adaptée d'un roman d'Elfriede Jelinek et que dans le roman, eh bien, il y a des flashbacks qui racontent l'enfance d'Isabelle Huppert, c'est-à-dire d'Erika Kohut. Anneke, en fait, déteste les flashbacks et la seule façon de ramener tout au présent, c'était de garder les rapports de l'enfance d'Isabelle Huppert, mais de les remettre au présent avec l'âge normal du moment de la fiction. Et donc, ça crée un décalage assez étrange qui crée le malaise chez nous, mais en même temps, toutes ces séquences qui sont relatives à l'enfance et à l'adolescence d'Erika, eh bien, sont primordiales pour comprendre son comportement vis-à-vis de ses élèves, puisqu'elle donne des cours de piano, et aussi dans ses rapports qu'elle aura avec Benoît Magimel dans la suite du film. Et j'avais envie de m'aérer la tête. Pendant 3 heures. Parfaitement. Voilà, je m'arrête maintenant sur une troisième fois dans cet extrait. Vous constatez, j'insisterai là-dessus, sur le fait qu'on est toujours dans le même plan, qu'on n'a toujours pas changé de plan, et que dans ce plan-là, eh bien, on arrive à un moment donné, c'est un des moments les plus forts de l'intrusion de la mère dans l'intimité de la fille. Ça reviendra encore, mais là, l'intrusion, elle lui arrache son sac à main, et le sac à main d'une femme, voilà, c'est évidemment l'intimité, donc première violation de l'intimité. Si vous constatez, si vous regardez bien ce plan, vous constatez que la plupart du temps, dans ce début de film, la profondeur de champ est assez grande, c'est-à-dire qu'il y a très peu d'utilisation de flou et de net. Quasiment tout, à chaque fois, est net, sauf peut-être parfois quand les personnages sont trop proches de la caméra, ils deviennent un peu flous. Cette utilisation de la grande profondeur de champ, eh bien, permet à Anneke de laisser le choix au spectateur de regarder un petit peu pas mal de choses dans l'image, notamment ici de regarder Isabelle Huppert, Annie Girardot, ou encore la décoration qui va être un petit peu caractéristique de l'atmosphère de ce film et de cette famille surtout. Il faut tirer plein de choses de l'observation de ce décor, notamment la tapisserie un peu vieillotte, notamment dans le miroir, les tableaux accrochés au mur, les interrupteurs qui sont vraiment vieillots. Le film se situe en Autriche, et même si les personnages parlent français. Et puis, on voit un peu mieux maintenant les habits, l'imperméable d'Isabelle Huppert, et puis la robe de chambre d'Annie Girardot. Voilà, cette intrusion, c'est quelque chose donc qui est donc récurrent chez Anneke, et on va peut-être voir tout de suite des extraits d'autres films de Anneke où l'intrusion est importante. D'abord dans Funny Games, quand les deux personnages bien habillés avec leur tenue très propre, très blanche, font irruption chez un couple et que la femme n'arrive plus à les faire sortir de chez elle. Ils prennent place, ils envahissent l'espace chez elle et elle n'arrive pas. Elle essaye même après la violence pour essayer de les faire sortir, mais l'intrusion est trop forte, elle n'arrive pas à les faire sortir. Ensuite, l'intrusion, c'est le tout début de Caché, puisque Caché, ça commence sur une vidéo qui montre l'entrée de l'immeuble où vivent
Daniel Auteuil et Juliette Binoche. Et en fait, le début du film, c'est une vidéo qui montre leur entrée, c'est-à-dire que leur entrée est filmée par un inconnu, on ne sait pas qui. Ils sont surveillés en permanence, donc c'est l'intrusion dans leur intimité, dans leur quotidien. Et puis il y aura encore de nombreux exemples d'intimité à donner. Par exemple, dans le début du Temps du Loup, des gens arrivent dans leur résidence secondaire et en fait il y a déjà des gens qui sont là, qui sont en train de vivre dans leur maison, dans leur pièce, qui sont en train de manger dans leurs assiettes. Et donc ça c'est quand même quelque chose de récurrent et de très important chez Haneke. Ah, c'est magnifique. C'est bien ce que je pensais. Vous ne l'avez pas volé, si vous voulez, Nouvel arrêt sur un plan qui montre la violation, l'intrusion. Isabelle Huppert constate dans Erika, donc dans son armoire, que sa mère a fouillé son armoire et a fait disparaître des robes. Et donc ici, vous avez de nouveau cette violation très forte de l'espace intime. Et surtout, je m'arrête ici parce que c'est la première fois qu'on change de plan, c'est-à-dire qu'on a eu un plan très très long jusqu'à présent, qui a duré jusqu'à ce moment-là. Et l'utilisation des plans séquences chez Haneke, des plans longs, c'est en quelque sorte assez facile à comprendre. Ça permet au réalisateur de ne pas lâcher le spectateur, et le spectateur ne peut jamais respirer, parce que généralement en fait quand on change de plan ça donne l'illusion un peu au spectateur qu'il arrive à respirer, mais ici on va changer de plan, donc peut-être on pourrait respirer, on peut même pas vraiment respirer puisque c'est un plan qui nous montre encore une fois une souffrance psychologique d'avoir son intimité qui a été violée par quelqu'un. Livré. Ah. Tu peux t'inscrire si tu veux. 10 000 shillings. Mais dis-moi, est-ce que t'as complètement perdu la tête? Je t'ai vu dans un talk show. Oui, mon ensemble d'automne gris foncé. Quelqu'un disait la vérité. Aucune idée. pas sérieusement, là. Si. Il a dit tout haut. Rends-moi ça. Non. Non. On vient à peine de commencer le film que déjà on est dans une extrême violence. Premier signe de violence qu'on avait vu tout à l'heure, c'était Annie Girardot qui empêchait un petit peu Erika d'entrer dans sa chambre. Et maintenant, là c'est une violence vraiment qui est extrême. On va s'arracher les cheveux, on va commettre vraiment des actes forts. Et c'est évidemment l'occasion de parler des débuts chez Michael Haneke, puisque si le début de La pianiste est un début choc, à peu près dans les 2 premières minutes du film, comme vous le constatez, eh bien il en va quasiment toujours de même dans les débuts des films de Michael Haneke. Il suffit de se replonger dans la filmographie pour constater qu'en 92, dans Benny's Video, eh bien le début c'est des images d'un cochon qui est abattu à la ferme par, vous savez, les pistolets qui sont utilisés habituellement pour tuer les cochons. Donc tout est montré, c'est assez insupportable à regarder, et donc le début de Benny's Video très fort. Ensuite vous avez évidemment le début de Funny Games, alors avec cette famille bien comme il faut, qui écoute de la musique classique bien tranquillement, et puis la musique classique est cassée par l'arrivée foudroyante et terrible de morceaux de hard rock metal dans la voiture, qui vient marquer avec violence l'irruption, l'intrusion de quelque chose, et donc c'est un début choc. Ensuite, si on continue, eh bien, il y a le début en 2000 de Code Inconnu, avec cette petite fille sourde et muette qui essaye de communiquer aux autres ce qu'elle ressent, et les autres font des propositions mais n'arrivent pas à trouver ce qu'elle ressent, sa souffrance, n'arrivent pas à trouver l'origine de cette souffrance. Donc c'est un début qui est très fort. Ensuite, on pourrait encore citer comme ça beaucoup d'autres débuts de films. Je pense qu'on peut insister par exemple encore sur le début du Ruban blanc, où vous avez l'ouverture, c'est la chute d'un homme à cheval, et puis cette souffrance terrible du cavalier qui est tombé à terre, et surtout du cheval qui est blessé et qu'il faudra vraisemblablement rapidement abattre. Voilà, donc les débuts des films de Michael Haneke, très forts, très choquants. On pourrait se poser la question, évidemment, nous on s'est demandé, et on pense que évidemment un début choc, eh bien ça permet de créer tout de suite une ambiance, ça permet au spectateur de dire bon, maintenant le film il vient de commencer, mais il faut tout de suite être dedans,
qu'on n'a pas le temps de se laisser d'entrer dans l'eau tranquillement en avançant à petits pas. Il faut tout de suite plonger dans le film et que le film ne nous lâchera pas jusqu'à la dernière seconde. Aïe! Gaffe! Je me souviens très bien de ce talk-show. Ce monsieur préconise... Ensuite, l'extrême originalité du cinéma de Michael Haneke, c'est de brouiller les cartes sur les différents niveaux de réalité dans un film. Ici, sans rien dire à personne, sans préparer en quoi que ce soit le spectateur, on passe de la réalité, du quotidien, de l'intimité de Annie Girardot et Isabelle Huppert à une sitcom, sans nous avoir montré un écran de télévision, quoi que ce soit. D'emblée, on ne sait pas pourquoi, on passe d'une réalité à une autre. C'est-à-dire que sans avoir pris soin de nous préparer, on passe d'une image à une autre, on ne sait pas si elles sont sur le même plan, on ne sait pas si elles sont hiérarchisées ou sur des plans différents. Ce qui est important d'abord, c'est la réflexion de Haneke sur le mélange des images autour de nous, Internet, la télévision, et il se pose la question de la hiérarchisation des images. C'est-à-dire, est-ce que quand on regarde la télé, on met sur le même plan le présentateur du 20h, ou alors le sujet qu'il a envoyé, ou alors la publicité qui était juste avant, ou encore d'autres images. Est-ce qu'on met tout sur le même plan ou est-ce que c'est hiérarchisé? Malheureusement, bien souvent, tout est mis un peu sur le même plan et c'est encore renforcé par l'idée, par exemple dans certaines émissions de zapping, qu'on nous montre tout à la suite, y compris des choses graves, des choses tristes ou encore des choses drôles, et que tout est mis sur le même plan, c'est-à-dire plus aucune hiérarchisation de l'image. Cette irruption de la vidéo dans les films d'Haneke, eh bien c'est d'abord l'ouverture de Benny's Vidéo en 92 avec ce petit garçon Benny qui filme tout puisqu'on lui a offert un caméscope et qui filme, le film s'ouvre sur ces images du cochon dans la ferme. Ensuite, l'irruption de la vidéo comme ça, il y a de nombreux exemples chez Haneke, mais on peut par exemple citer dans Code Inconnu, c'est peut-être un des moments les plus forts aussi de cette utilisation vidéo chez Haneke, c'est Juliette Binoche qui joue une actrice et on ne sait plus si elle est sur un tournage ou si c'est ce qu'elle est vraiment en train de vivre, mais on l'enferme dans quelque chose et on lui annonce qu'elle va mourir et qu'elle est enfermée dans un lieu et on a un seul plan séquence et c'est une image vidéo. Et on ne sait plus comment on doit positionner cette image vidéo par rapport au reste du film Code Inconnu, parce que toutes les frontières sont brouillées. On ne sait plus si c'est la réalité ou alors si c'est en dessous ou au-dessus de la réalité, à quel niveau on doit placer tout ça. Et ici, donc c'est vraiment ça qui est fort. Par-dessus le marché, on pourrait dire qu'il y a un contraste, à la fois il y a quelque chose de cohérent, c'est-à-dire elle lui arrache les cheveux, Erika, sa mère, et en même temps là on a des images de violence physique, c'est-à-dire de souffrance, avec la peau qui est abîmée. Mais en même temps, cette vidéo, elle fait aussi le contrepoint par rapport à la violence qu'on vient de voir, puisque quand le personnage va se lever et commencer à parler, il est vraiment ridicule, et puis même les dialogues de sitcom sont d'une manière générale complètement ridicules. Je disais que les propriétaires de chiens soient verbalisés quand leurs animaux font leurs besoins sur les trottoirs. Tu parles. Ce sinistre individu défendait l'idée que les femmes méritent d'être traitées comme des êtres inférieurs. N'importe quoi. Si vous voudrez bien me laisser en placer une. Mettez-la en veilleuse d'abord, on vous parle pas. Vous avez tous les deux raison. Vous n'avez pas vu la même émission, c'est tout. Ah, parce que vous faites ça souvent? Et c'est comme ça que je finance mes études. Je suis une formation de comédien. Ah, personne ne remarque la Il aurait te coupé les mains. Plus facile à vendre avec mon numéro. Alors, ici, il y a quelque chose évidemment qui est encore assez fort. C'est finalement, on vient de voir une sitcom avec des gens dans un hôpital qui essayent de raccommoder un peu des cicatrices. Et puis, la première parole qu'on entend dans l'autre niveau de réalité du film, qui vient juste après cet extrait de sitcom, c'est « il faudrait te couper les mains ». Donc, il y a un décalage qui est presque comique. Alors le comique chez Haneke, c'est quasiment inexistant, on a du mal à trouver de l'humour et du comique, mais en tout cas, par moment, dans La Pianiste, on ressent un peu ça. Quand même un décalage, notamment entre cette sitcom, ici, ce qu'on vient de voir, et puis les paroles d'Annie Girardot. Ce plan sur lequel on est arrêté ici, le plan qui nous montre un peu plus l'intérieur d'Annie Girardot, il est toujours très intéressant de regarder de voir que Haneke a le souci du détail, qu'on est dans quelque chose de très réaliste, que finalement le réalisme chez Haneke, c'est ce qui est indispensable pour créer l'émotion,
parce que si on n'arrive pas en tant que spectateur à se projeter dans un réalisme, ensuite on prendra les choses peut-être avec du recul, alors que là on est complètement plongé dans quelque chose qui nous est presque familier. On a tous vu un intérieur un peu vieillot comme ça, chez des gens qu'on connaît, chez des grands-parents. Ici donc, cet abat-jour, ce fauteuil, cette tapisserie, ces cadres, ces plantes, tout ça nous rappelle quelque chose d'extrêmement familier. Ensuite, vous constatez dans ce plan qui est un peu plus large, mais finalement jamais très très large, qu'on est toujours dans des plans assez serrés, que c'est la façon de Michael Haneke de nous imposer, de nous impliquer dans le film, et on sait que ça c'est une des problématiques de l'œuvre, comme par exemple dans Funny Games, où on est pris à témoin par les deux personnages principaux pour essayer de nous impliquer en tant que spectateur dans ce qu'ils sont en train de faire subir aux personnages principaux. Ici c'est pareil, ici on est impliqué par l'échelle de plan assez serrée, le fait qu'on est proche des personnages. Ensuite, la dernière chose à dire, c'est que ce plan un peu plus large nous montre une nouvelle fois un peu plus les costumes, notamment en dehors de la robe de chambre assez classique finalement d'Annie Girardot, plutôt l'imperméable d'Erika, qui lui donne un côté un petit peu asexué, et c'est important parce que justement on ne sait jamais si c'est encore une petite fille qui est encore prépubère, ou alors si c'est déjà une femme de 45 ans complètement pubère et qui justement normalement doit avoir sa propre vie. Mais c'est ça toute l'ambiguïté du film, c'est que les situations sont en décalage, ce qui crée le malaise. Puis sa propre mère. Ce chiffon était beaucoup trop voyant, de toute façon. À ton âge, tu devrais quand même savoir ce qui te va. Tu continues, espèce de saleté. La suite du plan est tout aussi intéressante, c'est-à-dire que on constate à nouveau un acte de violence, la façon d'arracher le foulard des mains de sa mère, qui est suivi par un panoramique parce que Erika nous emmène avec elle, elle nous impose de venir avec elle dans ce panoramique vers la gauche, et elle nous ramène près de quoi? Elle nous ramène déjà dans une séparation par rapport à Annie Girardot, c'est-à-dire qu'elles ne sont plus dans le même cadre, elles s'extirpent du cadre, et ensuite elle nous emmène de nouveau vers les images vidéo, dont on a tant parlé déjà dans ce début d'analyse, dans la plupart des films qu'on a cités de Michael Haneke, et que dans ce plan, vous constatez encore que ce qui attire l'œil, même si ce n'est pas central, ce qui est central c'est elle, mais ce qui attire l'œil, c'est plutôt l'image scintillante de la télévision, contrairement à Erika qui est placée dans une espèce de pénombre. Une pénombre qui est omniprésente dans cet intérieur, et on l'a dit déjà, qui est présente notamment déjà dans le début du Temps du loup, ou encore le début de Caché. Et donc, vraiment, un sentiment étrange. Qu'est-ce qui est important dans ce plan-là? Normalement, c'est Erika qui est en train de dire encore des choses dures à sa mère, elle la traite de saleté. Et puis, qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est ça, ou alors est-ce que c'est le décalage par rapport à la sitcom qui est diffusée à la télévision? Dernière chose, le décalage, il est aussi entre la situation dans la pièce et puis la bande-son de la sitcom, parce que c'est une bande-son un petit peu rigolote, un petit peu drôle, avec de la musique plutôt joyeuse, et ça contraste complètement avec ce qui est en train de se jouer dans cette pièce. Je pense que la sitcom, sa bande-son, son image, qui est quelque chose de quotidien, puisque c'est une série qu'on regarde tous les jours, ça traduit vraiment la banalité, le quotidien, et le fait que finalement ça finit par contaminer la violence qu'on vient de voir dans ce couple, entre guillemets. Et donc le côté quotidien banal de la série vient contaminer la violence qui devient elle aussi quotidienne, banale. Voilà. Et à mon avis, c'est ce qui intéresse Michael Haneke dans ses films, c'est la banalisation un peu de la violence, la banalisation de la violence au quotidien. Ça te suffit pas d'avoir déchiré ça? Je voudrais que... Quoi? Tu n'oses pas le dire, hein? Oh, bah, c'est pas la peine, je sais très bien ce que tu voudrais. J'aurais pu avoir une crise cardiaque avec toute cette agitation. Alors si c'est ça que tu veux, bah t'as qu'à continuer. Arrête. Un des plans les plus émouvants de cet extrait, c'est ce plan rapproché sur Annie Girardot. D'abord parce que Annie Girardot a obtenu donc le César du meilleur second rôle pour La pianiste, que le discours qu'elle a fait à ce moment-là sur le fait que le cinéma français l'avait oublié, que Haneke c'est peut-être le cinéaste qui l'a remise en selle justement pendant le tournage 2000-2001 de La pianiste.
et que dans son discours au César sur le fait que le cinéma l'avait oublié, qu'elle était contente d'être toujours là, eh bien il y avait les mêmes sanglots dans la voix, et ces sanglots on les entend déjà là, quand elle fait des remontrances à sa fille, mais qu'en même temps elle adore sa fille. Donc c'est la réalité encore une fois qui se mélange avec la fiction entre la cérémonie des Césars et le film de Haneke. Ensuite c'est ce plan rapproché qui normalement pourrait peut-être être impudique, un peu irrespectueux, et c'est ce qu'on reproche aussi des fois à Haneke d'être impudique. Eh bien je pense que plus le fait qu'il est impudique, il est surtout touchant et émouvant, parce que le fait d'être aussi proche de cette actrice, certes on voit les rides etc, mais c'est aussi toute la carrière d'Annie Girardot qu'on voit dans des plans comme ça, et c'est forcément toutes les émotions qu'elle nous a transmises dans les films précédents qui remontent à la surface dans ce plan sur cette immense actrice. Maman, tu sais pas ce que tu dis. J'ai un vrai trou ici. Là aussi. Pardon, maman. Le contre-champ sur Isabelle Huppert est lui aussi riche d'enseignements, puisque on est dans la même échelle de plan, presque un gros plan, qu'il y a la même émotion. Alors tout ça c'est le talent de deux actrices incroyables, et puis la direction d'acteur de Michael Haneke. Le talent d'actrice, on a dit pour Annie Girardot, mais Isabelle Huppert, c'est, alors qu'elle a à peu près 45 ans, de nous faire croire par son jeu que c'est une adolescente de 15 ans en fait, qui est dans la même complexité de sentiments, la même confusion des sentiments, entre rire et pleurs, entre amour et haine. Et donc voilà encore une fois vraiment un plan incroyable de la pianiste. Mais aussi, pourquoi est-ce que tu fais des choses pareilles? Pourquoi est-ce que tu fais des choses pareilles? Lisa? Je suis désolée, maman. Vraiment désolée. Laisse-moi regarder. Ça va aller, ça va aller. Vous n'avez rien remarqué? Ben, c'est comme ça, on a du tempérament dans la famille. Voilà, donc le plan qui répond à celui qu'on a déjà vu, à peu près même échelle de plan. Ce qui nous avait fait quitter ce plan, c'était Isabelle Huppert qui nous avait arraché vers la gauche. Maintenant, elle nous ramène de gauche à droite avec un panoramique dans l'autre sens. C'est elle qui nous ramène vers sa mère. Et c'est ça la confusion et la complexité des sentiments. C'était la haine qui l'avait fait partir, c'est l'amour qui l'a fait revenir. Et je pense qu'il n'y a pas mieux, plus parlant comme plan pour expliquer les rapports familiaux qui existent dans n'importe quelle famille, c'est-à-dire toujours cet amour qui est mélangé à la haine. On a tous connu, peut-être avec des frères et sœurs, avec les parents ou les cousins, des moments de déchirement où on aurait envie parfois de leur faire mal, physiquement ou moralement, mais que ensuite, quelques heures, quelques minutes, quelques jours après, on a envie plutôt de les prendre dans nos bras pour les consoler, et que de nouveau c'est plutôt l'amour après qui reprend le dessus. Et en fait cette complexité, ce tiraillement incessant, eh bien il est parfaitement ici représenté dans cet extrait, et surtout dans ce plan. Allez, ne pleure plus, ne pleure plus. Je vais faire un café. Hein? Et on va le boire ensemble. D'accord? On n'a rien sans rien, hein. Si c'est comme ça, il faudra que tu donnes plus de ton parti. Haneke est le cinéaste de la rupture, du contraste. On vient de voir tout à l'heure quand elle lui a arraché les cheveux et qu'ensuite il y avait la rupture avec la sitcom. On vient de voir une rupture forte, et maintenant on revit une autre forme de rupture aussi forte. C'est donc une situation sur le fauteuil avec les deux qui se retrouvent, qui est tellement forte, tellement touchante, et tout d'un coup, cut, coupure, et on repasse, finalement on est passé à autre chose. Pourtant c'est la même soirée, c'est un tout petit peu plus tard, pas longtemps après. Et cette rupture, elle vient du quotidien, c'est-à-dire Annie Girardot a retrouvé sa voix normale, la voix des questions qu'elle pose à Erika à la fin de la journée. On raconte sa journée, c'est normal, c'est le banal, c'est le quotidien. Et puis ce qu'on voit à l'image, c'est ça aussi, c'est comme tous les jours, on se brosse les dents. Puis Isabelle Huppert, elle n'a pas l'air plus traumatisée que ça. C'est-à-dire, ça nous raconte beaucoup de choses sur ces deux personnages. Ça nous raconte que vraisemblablement, ils vivent ça presque au quotidien. Et que donc ce n'est pas un événement exceptionnel, c'est un événement banal. Et c'est ça qui est assez troublant. Voilà.
On apprend aussi dans cette scène, par le dialogue, puisque le dialogue est toujours réfléchi avec beaucoup de sagesse, que ici, on avait l'impression que Erika vit chez sa mère, mais en fait on apprend là que c'est elle qui paye le loyer, donc c'est aussi chez elle. Donc on ne sait pas, tout est confus, tout est brouillé. On ne sait pas si on est chez la mère ou chez elle, en fait on est chez les deux. Et on a déjà parlé de cet échange des rôles entre les deux, sur le fait que qui est chez qui en fait, qui est la mère, qui est la fille. Voilà. Il y est. Il est hors de question que ces coquetteries nous empêchent d'acheter notre appartement. On ne dira pas le contraire, hein? Le versement de ce mois-ci est fait depuis longtemps, te tracasse pas pour ça. Et puis de toute façon, la robe n'a coûté que 6 500. Je redéposerai le reste demain matin à la banque. J'arrive pas à comprendre pourquoi une personne de ta qualité se croit obligée de se peinturlurer comme un clown et de dépenser son argent pour les chiffons qui seront démolés dans 6 mois. J'aurais pu la porter pendant des années, cette robe. C'est une coupe archi classique. Ça se démode pas. Si mes souvenirs sont exacts, t'as porté dans ta jeunesse une robe comme celle-là, tu te rappelles? Ça, tu as dû le rêver. En plus, elle venait d'une boutique de luxe et elle était remarquablement finie. Elle aurait duré une éternité. Tu vas encore lire ou tu éteins? Ils t'ont vraiment beaucoup énervé aujourd'hui? Pas plus que d'habitude. C'était pas le jour de la petite Chaubert, elle vient le vendredi, non? Alors? Elle manque pas de talent. Elle a des atomes crochus avec Schubert, c'en est même étonnant. Schubert, c'est ton domaine. Ne l'oublie pas. S'il te plaît, c'est pas à toi de me dire ça. J'ai du mal à croire que tu puisses juger de ce qui est mon domaine musical. Si tu veux que tes élèves fassent carrière à ta place... Ah, maman... Personne ne doit te surpasser, ma fille. Non, maman. Voilà, dans cette partie qui vient de se dérouler sous vos yeux, on a laissé un petit peu l'extrait continuer sur toute cette dernière partie, c'est-à-dire déjà qu'il y a une partie un peu déroutante, presque qui pourrait être malsaine, c'est-à-dire la mère est dans sa chambre et on découvre complètement surpris que la fille, en fait, elle se couche dans la même chambre et presque dans le même lit. En fait, c'est deux lits qui sont collés l'un à l'autre. Donc ça, c'est une situation qui rajoute encore à la confusion. Ensuite, la deuxième chose qu'on peut dire, c'est que c'est un peu comme si, donc Erika c'est la seule qui travaille dans ce couple entre guillemets, et c'est un peu comme si c'était l'homme de la maison et que finalement sa femme lui pose des questions sur la journée. À la fin de la journée, elle est restée à la maison. À la fin, elle lui demande comment son homme a passé la journée, qu'est-ce qui s'est passé. Aussi la femme qui peut peut-être encourager son homme à être plus ambitieux, à ne pas se laisser dépasser, qui doit être le meilleur. Le côté parfois, ça ce sont des discussions qu'on entend dans un couple. Mais ce qui est toujours très troublant, c'est que on ne sait jamais trop qui est l'homme et qui est la femme, puisque par moments c'est Annie Girardot qui tient des réflexions plutôt d'homme, c'est-à-dire notamment de dire je comprends pas qu'on ait besoin de se peinturer comme ça, ou de mettre telle robe, d'acheter des foulards, etc. Enfin c'est t'as déjà assez de foulards, t'as déjà assez de robes, et puis c'est pas la peine de te maquiller autant. Enfin ça c'est une discussion souvent plutôt qu'on entend de la part des hommes, donc tout est assez mélangé, bizarrement on arrive comme ça comme on l'a déjà dit, voilà, à vraiment rompre les frontières. Ensuite, la dernière chose, c'est que la boucle est bouclée, on est revenu dans la pénombre du tout début de l'extrait. En fait, tout ça, ça constitue le prologue, puisque le titre « La pianiste » va seulement apparaître juste après, et que donc on est revenu dans cette pénombre importante qui est aussi synonyme d'intimité. Et puis, c'est sur ce plan donc, de clair-obscur, comme ça, que nous allons terminer donc, cette analyse. Donc l'enjeu de cette séquence, vous l'aurez compris au fur et à mesure de cette analyse, c'est de nous présenter la complexité des rapports familiaux, y compris de l'enfance d'Erika,
qui pourront qui mettent déjà en place déjà une complexité et surtout une violence banalisée, mais une violence présente, et donc qui permet toute cette présentation en quelques minutes finalement. En quelques minutes, toute cette présentation permet de comprendre ce qui va se passer dans la suite du film, tout ce qui va se passer de façon très étrange dans la suite du film. A priori, c'est ça qui est fort chez Haneke, c'est que si on regarde que quelques extraits de la suite, on se dit, bon, Erika, je sais pas, c'est une folle, elle perd les pédales. Mais en réalité, si on regarde le film de bout en bout, à partir du début qui nous explique justement la complexité de ses rapports familiaux, eh bien, on se dit plus du tout que c'est une folle, on finit par comprendre le fonctionnement de cette femme et on finit par ne plus s'étonner de cette violence. Alors je trouve, moi, ce qui est fondamental, c'est que peut-être c'est des films comme ça qui nous font comprendre pourquoi parfois la violence est banalisée dans certains couples, dans certaines familles, et que personne ne se manifeste parmi les gens qui vivent ça, que ce soit les enfants ou les parents, parce qu'ils se sont habitués. Et voilà, Haneke, je pense, a envie de s'intéresser aussi à ça, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut s'habituer à une violence quotidienne et finalement banalisée. Voilà, merci.